Philippe Antoine. J'ai deux casquettes, comme j'ai eu l'occasion de le dire à certains d'entre vous. J'ai fait toute ma carrière, pratiquement toute ma carrière dans le SS, à travers des responsabilités dans les coopératives de commerçants et puis également des responsabilités bénévoles, mais effectives, dans une banque coopérative qui a été citée tout à l'heure. Ça, c'est pour la première casquette. Et la deuxième casquette, c'est que je fais partie, comme un peu plus de 50 autres porteurs de parts, d'une société civile immobilière qui a été créée il y a 100 ans, en 1919, sur l'archipel de Chausey. Donc nous sommes quelque part le petit pousset de l'association des îles du Ponant, parce que en fait, nous ne sommes pas une commune, mais une partie de la commune de Granville. Et avec une spécificité, c'est que nous sommes deux propriétaires fonciers. Le Conservatoire du littoral qu'anime Jean-Philippe Lacoste pour la Normandie est propriétaire de la partie la plus économique de l'île, avec les commerces, avec le phare, avec le fort où résident des pêcheurs qui travaillent sur Chausey, et la partie privée qui représente les 4/5e de l'île, sur lequel nous avons donc la capacité de moduler la présence en privilégiant ceux qui peuvent être là toute l'année. Donc c'est la maîtrise du foncier. C'est un sujet sur lequel on a tourné et qui est très important. Nous, on a cet avantage, c'est de le maîtriser. Maintenant, derrière, il y a du boulot et on essaye de le faire aussi bien que possible. Bon, cette présentation un peu longue étant faite, je pense qu'on va passer aux exemples concrets. Alors, la façon dont on va... comment dirais-je, avancer dans cette présentation, il y a 4 thèmes. Donc le premier thème, c'est habiter l'île. Le deuxième, c'est les besoins et les enjeux. Le troisième, ce sont les liens. Et bien sûr, on termine de manière classique sur les perspectives d'avenir. La première question que l'on souhaite poser, c'est une question à Pierre Butin, en lui demandant finalement... Quel est le rôle précis que son association joue dans le développement de l'île où il œuvre? Voilà. Ici. C'est ici, pardon. Bonjour. Très rapidement, quand même, je peux vous présenter l'association Melvan, qui a été créée en 2003 avec une personne de Watt qui aujourd'hui est décédée. Donc l'association Melvan s'intéresse en fait au patrimoine historique et naturel des deux îles. Ça a constitué en fait le travail d'abord de collecter, de constituer un fonds historique, iconographique très important, de faire des études et tout un travail, de ne pas en rester aux études si vous voulez, mais tout un travail de restitution, de partager les conclusions de ces études avec les insulaires et avec les gens de passage dans les îles. Donc c'est voilà un peu ce qu'on fait. Alors, comment j'ai peut-être un doute, si vous voulez, sur notre appartenance au monde de l'économie sociale et solidaire. On est dans la culture, on est dans la transmission, si vous voulez, de l'histoire. Et je ne suis pas sûr qu'on soit une activité économique. On n'est pas dans le social non plus. Enfin, c'est un concept qui m'est peut-être étranger. C'est peut-être une... Je ne sais pas comment vous percevez ça, mais c'est... Vous êtes dans le culturel, alors? Culturel, oui, c'est ça. Oui. C'est peut-être le culturel. Il y a des associations culturelles, voilà. Il y a l'économie sociale est présente dans le culturel, incontestablement. Bon. Alors, comment est-ce qu'on contribue au développement de l'île? Je pense que... là où je pense que notre principal rôle, si vous voulez, tel qu'on pourrait l'exprimer, c'est la compréhension d'où viennent les îles. En fait, ce sont des territoires, je pense que ce n'est pas très différent pour les autres îles, qui ont subi des mutations extrêmement importantes et récentes. Savoir que l'électricité n'est arrivée à Eydick qu'en 1963. Et je crois qu'on peut dire, sans trop exagérer, qu'en 1950, on vivait à Eydick comme en 1850. C'est-à-dire qu'il y a eu une mutation qui s'est produite
après les 30 Glorieuses, à partir des années 60-70, et un oubli très rapide, c'est pas des sociétés où il y avait une culture écrite très importante, un oubli très rapide de ce qui existait avant. Donc je pense que notre rôle, c'est peut-être de donner un petit peu cette profondeur, si vous voulez, de renforcer l'identité un petit peu de ces îles, de transmettre l'histoire sociale, l'histoire historique. On a quand même pas mal de documents, mais qui ont été écrits généralement ou par les recteurs ou par des visiteurs dans les îles. Donc on a beaucoup contribué dans ce sens-là. Donc travail sur l'histoire sociale, historique, archéologique. Pour certains insulaires, c'est aussi une certaine contribution à la dédramatisation. C'est des familles qui vivaient dans des conditions parfois très pauvres. Et c'est vrai que redonner un petit peu cette histoire et tout permet d'en parler, si vous voulez, avec un certain recul. Donc ça, c'est sur le côté historique, social, etc. Il y a aussi, plus proche de l'environnement, c'est l'histoire du paysage qui découle bien évidemment de l'histoire sociale, de l'histoire. C'est la compréhension de l'environnement, la compréhension des richesses naturalistes, qui sont souvent des choses qui échappent aux insulaires d'origine, si vous voulez. Ils n'ont pas forcément la sensibilité sur telle ou telle plante rare et la nécessité de les préserver, et que ça fait partie du patrimoine de leurs îles. Voilà un petit peu ce sur quoi on travaille, comment on peut contribuer au développement des îles. Et je dirais que tout ça, c'est un petit peu sur la compréhension d'où on vient. Mais peut-être une des grandes interrogations que l'on peut avoir pour EDIC et aussi bien sur Watt, c'est une interrogation, c'est où est-ce que l'on va. Et ce sont des mutations qui sont récentes, qui ne sont pas abouties. Que seront les îles dans 10-20 ans? Et je pense que c'est des choses qui sont relativement peu abordées par les municipalités actuelles, et qu'il y aurait sans doute, je vois que sur Porquerolles, le dernier poster qui est là-bas, il y a des projets de prospective, un petit peu, d'études prospectives. Ça pourrait être intéressant de monter un petit peu une cellule de réflexion sur la prospective. C'est toujours un peu délicat de faire ce genre de choses, mais d'imaginer ce que peuvent être les îles dans 10-20 ans permettrait peut-être d'anticiper un certain nombre de choses. Est-ce qu'on doit imaginer des îles qui seront des villages de vacances où il y aura un garde avec 2 Rottweiler, ou est-ce qu'il y aura encore une vie? Enfin, c'est des questions c'est une évolution qui est très rapide, perte de population, devenir des écoles, est-ce qu'elles vont fermer, est-ce qu'elles vont ouvrir? On se pose la question tous les ans. Voilà un petit peu le genre de... Et je pense que donc, on n'intervient pas là-dessus, mais je pense qu'il y aurait quelque chose à faire en termes de réflexion sur ces points-là. Merci. Alors, on va en profiter peut-être pour laisser un petit tour de parole à tous les intervenants. Là, vous pouvez vous présenter brièvement. Donc, on est assez pressé aujourd'hui, mais vous pouvez vous passer le micro et vous présenter. Je m'appelle May de Fougerolles et du coup, je suis présidente de l'association des Alizés sur l'île de Watt. Voilà, une association qui a 25 ans, mais que nous avons reprise il y a 12 ans pour participer à la vie de l'île. Charlotte Courant, je représente l'association Savoir-faire des îles du Ponant. Je vous prie d'abord d'excuser les 2 coprésidents de l'association, qui sont Marianne Guyader et Erwan Tonnerre, qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Donc c'est une toute jeune association qui a 3 semaines, voilà, que je vous présenterai plus largement tout à l'heure. Bonjour à tous, donc moi c'est Pierre Portet, je suis le directeur du centre nautique de l'île de Sein qu'on a créé en 2014. Donc ça afin de proposer des activités sportives sur l'île qui ne sont pas très nombreuses pour les gens en été et surtout pour la population qui est là toute l'année. Voilà. Bonjour, donc Sylvie Maria, je suis présidente de l'association Valorise, dont le plus gros du travail consiste à gérer une ressourcerie. Et je suis à Belle-Île. Et par ailleurs, je suis administratrice au pôle d'économie positive, sociale et solidaire du Pays d'Auray. Bonjour, Yves Cadou, Neptune FM, c'est une radio. La radio, apparemment, il y en avait 2 de marqués tout à l'heure sur le... Je ne sais pas quelle est la deuxième. En projet, d'accord, oui. Donc, on est encore la seule, des îles du Ponant.
33 ans que ça dure, c'est bien, on est content. Et puis, voilà, ça continue. Je suis vice-secrétaire parce que depuis quelques temps, il y a une petite jeune qui a voulu prendre ma place, elle a piqué, donc elle a pris la place. Et c'est tant mieux, c'est ce qui permet. On parlait du bénévolat tout à l'heure qui s'essoufflait, c'est vrai. Au niveau des jeunes, quelquefois, il n'y a pas de renouvellement, alors les jeunes, allez-y. Hein. Et moi, ça me fait vraiment plaisir d'être vice-secrétaire parce que ça me permet de dire qu'il y a des jeunes derrière qui prennent le relais et ça, ouf. Voilà, merci à tous. Donc on va enchaîner sur les questions. Donc, pour le thème Habiter l'île, on avait une seconde question qui concernait l'insularité. Maître Fougerolles, vous voudrez peut-être répondre à cette question. Alors l'insularité représente-t-elle un frein ou un moteur à l'activité des organisations de l'économie sociale et solidaire ? Alors, du coup, c'est vrai que nous, l'association, on essaye de créer surtout de l'activité hors saison. Déjà parce qu'on n'est plus disponible et puis surtout parce que c'est là que ça manque. C'est toujours facile d'organiser des choses quand il y a du monde. Et on défend, on parlait de lien social en effet, donc il y a un lien intergénérationnel surtout qu'on essaye de faire valoir, que ce soit pour la transmission du savoir par exemple. Pour le cas de Watt, on a créé récemment un atelier tricot-couture et les mamies se sont investies à 100 ou 200% et portent toute l'activité. Et les enfants sont très intéressés par cet atelier. Et, donc ça, c'est déjà pour le lien intergénérationnel et la transmission du savoir. Le lien culturel aussi... parce que on manque souvent d'occasions de se retrouver, surtout autour de la musique. C'est souvent la musique et les chants, c'est un vecteur très, très virulent sur les îles. Et donc là, par contre, nous, pour organiser ce genre de festivités, on n'hésite pas à se mettre à plusieurs associations pour partager déjà nos bénévoles et puis les compétences, puisqu'il y a il y a une association notamment sur Watt qui a des compétences techniques et du matériel technique qui permet de diffuser de la musique. Et donc voilà, et puis de créer du loisir aussi également. À la base, les Alizés, donc il y a 25 ans, c'est des mamans qui ont décidé de monter cette association pour permettre aux enfants d'avoir une activité extrascolaire. Donc elles ont développé des sorties sur le continent, mais aussi elles ont réussi à mettre en place, avec l'aide d'un club nautique, des cours de voile. Et donc c'est bon. Après, c'était très très lourd à gérer, mais en tout cas au niveau du loisir, voilà, c'était une des choses qu'on a voulu défendre. Très bien. Merci. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole sur cette question? On peut enchaîner si vous voulez. Alors, on avait une autre question qui concernait l'installation de nouveaux arrivants ou l'envie de rester sur l'île. Alors, pensez-vous donc que les organisations de l'économie sociale et solidaire peuvent participer à cette installation ou à cette envie de rester? On pensait à vous, Pierre Portet, pour nous apporter un élément de réponse. En fait, c'est un projet que... je suis revenu, j'étais parti quelques années dans le sud de la France pour mon travail. Je suis revenu fin 2011 à l'île de Sein, je suis resté un petit peu le bec dans l'eau. Et donc moi, j'ai monté ce projet. C'est vrai que c'est un projet qui m'a permis de rester habiter sur l'île, de créer ma place là-bas. Et ça permet aussi maintenant d'embaucher quelqu'un sur la saison. Ça crée pas mal d'opportunités pour les gens qui sont là en été, à l'année. Ça permet de découvrir l'île autrement et j'en suis assez content de ça. Enfin, je pense que tous les bases du projet sont saines et pour l'instant, je pense qu'on tient le bon bout et c'est bien ce qu'on propose sur l'île. Ouais. Je pense que du coup, en effet, une association peut vraiment permettre à de nouveaux arrivants de s'installer ou en tout cas de pouvoir envisager de rester sur une île. À Watt, il se trouve que il y a eu il y a eu quelques couples de trentenaires qui se sont installés récemment et il y a eu aussi parallèlement Anne Aurière qui travaille pour Natura 2000 qui s'est installée aussi à Watt maintenant, qui a emménagé à Watt et par ce biais
parmi les couples qui viennent de s'installer, certains sont intéressés pour faire du maraîchage ou Alors là, il y a toute une concertation qui est en train de se mettre en place entre les élus et Anne de Natura 2000 et les personnes qui s'installent et qui sont intéressées pour essayer de créer de la ressource. Et donc il y a des projets qui sont du coup en étude sur un éco-pâturage, une création de vergers et de ruchers pédagogiques. Donc on va pouvoir enchaîner sur la seconde partie, donc besoins et enjeux. On va commencer par une question qui est la suivante. Donc quelles sont en fait les principales limites au développement des organisations de l'économie sociale et solidaire? Alors bien sûr, on imagine que les limites sont différentes en fonction de ces organisations. On sait qu'il y a des structures qui vont être employeuses, d'autres non. Alors pour cette question, on espérait une réponse de votre part, Sylvie Mariage, en tout cas pour commencer. Les limites, moi je ne peux pas juger pour d'autres structures que celles que je connais, c'est-à-dire les structures associatives. Les limites, c'est peut-être le bénévolat. Dans notre association, le bénévolat est très présent. Avec une limite, c'est que les gens ne sont pas prêts à prendre de responsabilités et qu'il est donc difficile de faire tourner les conseils d'administration. Donc ça, c'est une limite. Mais nous avons quand même 80 bénévoles, ce qui est assez important. De plus en plus de demandes pour devenir bénévole. Alors on parlait des nouveaux arrivants. Nous, on voit surtout des nouveaux arrivants retraités qui viennent parce qu'ils vont finir leur vie sur l'île et qui souhaitent participer à la vie de l'île. Et notre association étant quand même assez en vue, parce que par son emprise, par son développement, par les services qu'elle rend. Donc on a pas mal de bénévoles. Mais au sein de ce bénévolat, ce sont des gens qui veulent venir plus pour le lien que pour assumer des responsabilités. Donc tout à l'heure, Audrey parlait de l'épuisement du bénévolat et il se situe au niveau des responsabilités à prendre au sein des associations. Alors, juste pour rajouter quelque chose sur les scopes, donc Fluide a donné envie à une autre scope de se monter sur l'île, qui vient de se monter il y a très peu de temps, qui s'appelle Île Rénove, et je crois qu'il y a 4 associés. Donc ça a essaimé un petit peu l'idée de la scope au sein de Belle-Île. Il y en a 2. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Des scopes, même dans le Morbihan, il n'y en a pas des masses. Donc c'est intéressant comme modèle aussi. Merci. Une question posée à tous. Est-ce que les aides et subventions qui vous sont allouées, pour certains, peut-être pour tous, vous paraissent suffisantes? En ce qui nous concerne, on a bénéficié d'aides au début de l'association qui ont été très utiles. Quand on démarre, on n'a pas un sou. L'édition, ça coûte très cher. On a aussi eu des aides. On a fait pas mal d'expositions. On en fait moins maintenant pour des questions de place. On attend que le fort soit rénové. Je vis aujourd'hui sur tout ce qu'on publie en autofinancement. On ne fait plus appel à aucune subvention. Un énorme avantage, c'est qu'on n'a pas de dossier à remplir, pas de demande à faire. Donc c'est beaucoup plus souple. Donc maintenant qu'on peut être financièrement équilibré, si vous voulez, on ne dépend de personne. À l'île-Dieu, pour la radio, par exemple, de subventions directes de la municipalité, on n'en a pas. Par contre, on sait qu'il y a un soutien de la municipalité. Et si on a un problème financier quelconque, ils nous épaulent. Mais la subvention qui est la plus importante qu'ils nous donnent, en fin de compte, c'est qu'ils nous donnent le local. Et ça, c'est une subvention qui, c'est pas de l'argent, mais ça permet de vivre. On pourrait pas. À l'île-Dieu, il faut savoir qu'à l'île-Dieu, il y a le fort d'Appierre-Levé où est enfermé le célébrissime Pétain, qui a été repris par un ancien maire, parce que l'armée le vendait. Et donc, il y a eu un bail amphithéotique. Et donc, eh bien, ça permet, et le maire a dit, ça sera dédié aux associations. Et dedans, petit à petit, on entretient, on rénove ce fort, et ça permet aux associations d'avoir des locaux, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'endroits, îles ou pas îles d'ailleurs. Et ça permet aux associations déjà, même s'ils n'ont pas de subvention, d'avoir l'électricité, le chauffage gratuit.
Pour les alizés, c'est la même chose. On préfère, plutôt que de demander une subvention, et d'ailleurs c'est ce que nous propose la mairie, nous mettre des locaux à disposition quand on en a besoin. On a fait des demandes très ponctuelles, je crois 2 fois ou 3 fois de subventions sur des événements, des gros événements précis. Notamment quand on avait invité Edic a participé à la fête de la musique et qu'on avait affrété un bateau pour leur permettre de rentrer chez eux à l'issue de la fête. Alors pour nous, c'est encore un peu jeune puisqu'on vient de se créer. Mais dans tous les cas, je pense qu'une association ou n'importe quelle organisation ne peut pas être basée essentiellement sur des subventions. Et donc il faut réussir à diversifier ses apports voilà, pour avoir une vision à long terme, quoi. Quand l'association a démarré, elle a été créée sur le papier en 2011 et faute de locaux, elle n'a pas démarré avant 2013. Et nous avons bénéficié d'une donation via un fonds de dotation, puisque nous étions trop jeunes, moins de 3 ans et pas reconnus d'intérêt général, pour pouvoir recevoir un don ou un leg. Donc au départ, nous avons fonctionné pendant 3 ans sans subvention. Et nous avons eu un projet d'agrandissement vu le succès de notre activité. Et là, nous avons eu une subvention de l'ADEME pour nous permettre d'ajouter à notre apport en fonds propres l'achat d'un nouveau bâtiment et la construction d'un bâtiment qui d'ailleurs n'est pas complètement terminé. Et nous avons une aide qui était très importante finalement, puisqu'elle nous a permis, puisqu'on prenait le risque de s'agrandir, de sauvegarder les salaires, de s'assurer qu'on aurait la trésorerie pour les salaires. On a obtenu via Bretagne Active un prêt auprès du Crédit Coopératif avec un différé d'1 an pour démarrer le remboursement. Tout ça venant s'ajouter à un prêt qu'on avait pris par ailleurs. Et nous bénéficions sinon d'une subvention, mais enfin, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une subvention. Nous nous sommes engagés à récolter l'ensemble des textiles et linge de maison et chaussures, maroquinerie et tout ça sur l'île, et c'est nous qui assurons le tri et nous faisons ce ramassage à la place de la communauté de communes. Donc nous demandons, seulement depuis 2 ans, nous avons obtenu qu'il y ait un retour sur le travail que ça représenterait et l'investissement, le camion, les salariés, etc. Donc voilà, et là, je suis en train de négocier, mais ça a l'air plus difficile, une rétrocession de la part de la communauté de communes de l'argent qu'ils touchent en fonction de la vente des tonnages. C'est-à-dire que là, on est dans un système un peu pervers. Plus nous, on met de déchets chez les éco-partenaires en déchetterie, plus la communauté commune touche de l'argent. Donc on estime que notre part doit nous revenir. Donc on est en négociation pour obtenir cette rétrocession. Merci à tous pour vos réponses. On va devoir enchaîner juste sur la juste un tout partie suivante. petit. Quand je dis qu'on n'a pas de subvention, je parle de subvention communale. On a bien sûr une subvention nationale qui s'appelle le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Parce que le statut de la radio n'est pas commercial. Alors, on a ce soutien, mais on est limité à 20% du produit complet de la radio au niveau des publicités. Très bien, merci. Histoire de. Nous, on a été bien aidés quand même. Donc, quand on a commencé au début, c'est vrai que le début pour lancer une activité, que ce soit sur une île ou n'importe où ailleurs, c'est quand même relativement compliqué. On nous demande d'avoir des résultats pour avoir des subventions, mais le problème, c'est que si on n'a pas de matos et compagnie, on ne peut pas avoir de résultats. Donc, on a dû faire un emprunt, nous, auprès de la banque. Moi, j'ai passé 1 an, je ne gagnais pas grand-chose. J'étais bénévole pendant la première saison. Et ensuite, là, ça a démarré un peu mieux. On a réussi à mettre en place un plan sport-emploi. Donc, c'est une aide sur 4 ans ou 6 ans, je ne sais plus très bien. Donc, c'est une aide dégressive avec 85% du SMIC fourni pendant 2 ans. Ce qui n'est pas négligeable pour lancer une activité comme ça, dans un milieu un peu reculé comme le nôtre. Et ensuite, on a eu des travaux qui ont été faits aussi avec la mairie et des aides de l'État, du parc marin et compagnie, qui ont permis de refaire tous les locaux, ce qui nous a énormément aidé, bien sûr. Comment vous avez financé le matériel, c'est-à-dire les bateaux Alors les premières embarcations qu'on a achetées, on a fait un emprunt auprès du Crédit Agricole, et puis on a acheté vraiment le strict nécessaire, quoi, pour pas
pour pas dépasser, quoi. Qu'on vient de finir de rembourser, donc maintenant on est un peu plus tranquille, quoi. Alors, donc maintenant, les liens. Alors, on avait une question, c'est une question qui reste très très large et qui va sûrement intéresser plusieurs d'entre vous. On s'interrogeait beaucoup sur la question de l'échelle des liens. Alors, les liens entre les organisations de l'économie sociale et solidaire. On aimerait savoir quelles sont donc les échelles de ces liens, quelles sont les intensités de ces liens. C'est donc des liens intra-îles, inter-îles ou des liens avec le continent, des liens aussi avec la vie politique, avec la population, etc. On va vous laisser peut-être faire encore un tour de table. Vous pouvez commencer peut-être Charlotte Courant. Alors, moi, je vais commencer peut-être par vous présenter un peu l'association que je représente, donc Savoir-faire des îles du Ponant. Cette association, elle émane d'abord un programme, comme l'a rappelé Denis tout à l'heure, qui a été qui a été d'abord initié par UBO, le travail de recherche, et mis en œuvre par l'AIP sur 3 ans, donc qui était de créer une marque et la structure qui la portera. Donc, cette marque, elle a été créée en coopération avec une quarantaine d'entrepreneurs des îles. Ce qui est ressorti pour la création du cahier des charges, c'était l'emploi durable à l'année. Comment on peut préserver les emplois à l'année sur les îles et participer à en faire des territoires vivants. Et par ce biais-là aussi, contrer un petit peu la saisonnalité. Donc on est arrivé à cette marque qui s'appelle Savoir-faire des îles du Ponant, qui se décline par île, dont l'objectif est donc de défendre l'emploi à l'année sur les îles. De là, l'association a été créée. C'est une association de professionnels des îles, avec au conseil d'administration donc les adhérents qui respectent ce cahier des charges et l'AIP en tant que membre fondateur. Et donc, ce qui permet d'avoir un lien avec les communes insulaires aussi, faire le lien entre les entrepreneurs et les communes. Cette association, elle a 2 activités, donc la gestion et la promotion de cette marque, qui est propriété de l'AIP, et l'appui à la création, au développement et à la reprise d'entreprise. Donc sur ce volet-là, on crée des partenariats avec les acteurs du continent. Donc là, on favorise les liens avec le continent, avec Bretagne Active, avec France Active, les financeurs de la création, pour pouvoir avoir favoriser des liens qui sont parfois inexistants. Renforcer aussi le partage d'expériences entre insulaires, les bonnes pratiques, le partage d'expériences, c'est quelque chose qui ressortait beaucoup lors des groupes de travail qu'on a organisés. Voilà à peu près pour l'activité. Donc nous, ce qu'on fait dans cette association, c'est on arrive à renforcer les liens intra-îles, on essaie de développer les liens inter-îles, et puis plus de créer ces liens avec le continent qui sont parfois existants, en tout cas avec les structures d'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Merci. Par rapport aux liens, Yves Cadou, on aimerait avoir aussi votre avis, justement. Par rapport aux liens inter-îles, tu veux dire, c'est ça? Oui, c'est ça. Les liens, justement, la question c'était aussi l'échelle de ces liens. Donc, Oui, alors donc déjà les liens inter-îles et autres, la radio c'est vraiment un moyen quand même qui n'est pas confiné sur l'île Dieu. Elle est aussi ouverte. Hein. On fait partie notamment, nous, de la FRAP, c'est une fédération des radios associatives des Pays de la Loire. Donc il y a des échanges déjà d'émissions entre les différentes radios associatives des Pays de la Loire, donc sur le même statut, on ne va pas revenir là-dessus. Mais après, il y a toujours des possibilités. La radio existe. Bien sûr, au niveau hertzien, on est limité, comme toutes les radios, à 30 km. Le problème des îles, quand on fait 30 km, qu'il y a beaucoup de poissons qui écoutent la radio, vu beaucoup moins de terriens, et on ne peut pas avoir plus, on n'a pas le droit, hein, par contre. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en Vendée et sur la côte, toutes les radios locales, qui étaient basées au Sable, à Saint-Gilles, ont disparu. La seule qui tienne, c'est l'île Dieu. Ah, drôle. Donc, pourquoi on n'en sait rien? On n'a pas été reprise par les grosses, bien sûr, parce qu'il y a toujours eu les sirènes qui voulaient avoir, bien sûr, la fréquence. Et non, on a résisté. On a fait un peu les Gaulois. Bien sûr, je crois que c'est l'île qui a permis aussi ça. Le fait d'être insulaire, ça a permis de résister, parce qu'on voulait garder une radio qui soit le reflet de l'île, qui soit un lien de communication entre îlets au départ. D'ailleurs, on a un cahier des charges pour ça. On est obligé, quelque part, si on va à ces subventions, bien sûr, de l'État, comme je disais tout à l'heure, d'avoir un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, on doit faire partie du tissu social et d'avoir un lien. Et c'est vrai que moi, depuis quelques jours, je suis en train de repenser à quelque chose. Je l'ai déjà dit ce matin dans notre groupe, mais ce lien inter-île, ça pourrait être justement cette radio qui est à l'île Dieu, mais c'est pas grave, qui pourrait permettre de faire une émission des îles
du Ponant pour commencer, qui serait un peu un laboratoire, les îles du Ponant. Après, on peut aller plus loin. On a parlé beaucoup là de l'Interîle. Nous, on n'a pas tellement de relations avec les autres îles, sauf avec Groix, parce qu'il y a une autre ressourcerie. Mais nous avons des relations via le PEPS avec le continent, donc avec le pays d'Auray. Et nous avons la chargée de mission du PEPS qui vient sur l'île 2 fois par mois pour recevoir des porteurs de projets et les diriger vers les structures qui pourront les accompagner sur le pays d'Auray. Par ailleurs, nous avons la chance de pouvoir participer au réseau des ressourceries qui a été monté par la CRES. Donc là, nous avons des liens très étroits avec les ressourceries de toute la Bretagne. C'est très enrichissant parce que ce sont des partages d'expériences qui sont vraiment très, très intéressants. Et je voulais rajouter que sur l'île, outre le lien qu'on crée entre les insulaires, avec les bénévoles qui viennent pour se retrouver, avec les usagers qui viennent plus pour se retrouver que pour acheter, on crée du lien sur l'île et on a monté un système de coopération avec quasiment la totalité des autres associations. C'est-à-dire que nous avons des conventions avec toutes les associations, avec les écoles. Le deal est que nous leur fournissons tout ce qu'ils souhaitent, tout ce dont ils ont besoin pour fonctionner à 50%, donc les prix étant déjà très bas, mais c'est pour créer du lien. Donc il y a un vrai maillage de toutes les associations. Et le deal, c'est qu'ils nous proposent quelque chose en échange. C'est pas du donnant-donnant. Ça peut être pour un festival des places de spectacle pour les salariés, mais ça peut être, je sais pas moi, pour le Téléthon, on leur donne. Pour eux, c'est exceptionnel, on donne gratuitement, mais en échange, ils vont faire des gâteaux un jour où il y a beaucoup de bénévoles. Enfin, c'est des petites choses, c'est juste l'idée qu'il y ait un deal, et ça crée du lien entre les associations, et c'est hyper important. Voilà. Très bien. Bon, je ne vais pas demander à M. Portet s'il fait un lien en kayak entre les îles. Bon, ça et fait une grosse rando, s'il y en a qui sont chauds. On a déjà échangé quand même avec Quentin Cuyandre de Molène et tout ça sur les. Ils étaient, je sais qu'il était entrepreneur au début, il s'est un peu cassé la figure parce qu'il s'en sortait pas. Il avait une activité saisonnière, donc vraiment sur juillet-août, ce qui n'était pas évident en termes de communication. Et donc ils se sont transformés en association il y a 1 an ou 2, je crois. Et donc moi il m'avait contacté justement pour avoir, donc on lui a envoyé des photocopies de nos statuts, tout ça, pour l'aider aussi dans ses démarches. Il n'y avait pas de raison qu'on ne s'aide pas un peu. Voilà. Mais sinon après, avoir des projets entre les îles en kayak, ça pourrait se faire, mais bon, c'est pas ouvert, ça peut pas être ouvert à tous. Voilà. Alors en toute logique, on a intitulé la dernière thématique de cette discussion « Perspectives d'avenir des organisations de l'économie sociale et solidaire insulaire », avec une première question qui s'adresse à vous tous d'ailleurs et qui est la suivante. Quelles sont ou quelles peuvent être les limites de l'engagement associatif ? Et peut-être en particulier je crois sur les îles. qu'on a déjà répondu, c'est l'épuisement du bénévolat. Sur les îles, les jeunes sont pas... non pas, je pense aux adolescents, aux jeunes adolescents ou aux jeunes adultes, ils sont en formation ailleurs. Donc ils peuvent difficilement participer sur la durée, sur toute l'année, au fonctionnement d'une association. Donc on voit des jeunes qui viennent donner des coups de main. Mais là, déjà, c'est une population plutôt de retraités qui s'engagent dans le bénévolat parce qu'ils ont du temps. Mais encore une fois, ils ont eu des responsabilités dans leur vie professionnelle et rares sont ceux qui acceptent à nouveau de prendre des responsabilités dans une vie associative. Il y a aussi le fait qu'il y a certaines associations qu'on continue, mais j'ai eu l'exemple à l'Île-Dieu. On monte une association, on en crée une, on la fait fonctionner. Et il y a aussi des gens dont il faut se méfier un peu, ces gens-là, qui veulent bien prendre la suite de l'association qui a été créée, et ils font ça pour leur petit bonheur personnel. Ça dure pas longtemps, et quelquefois l'association elle capote à cause de ça. Alors, que le bénévolat continue, c'est merveilleux, c'est bien qu'il y en ait derrière, mais à condition que ceux qui viennent aient vraiment l'esprit de bénévole et de don.
Moi, vite fait aussi, par rapport à ce qui m'a permis de démarrer là-dedans et d'être employé à l'année, c'est mon contrat aidé. Les contrats associatifs, aujourd'hui, ça court plus les rues, il n'y en a presque plus. Et donc ça, c'est quand même un gros problème, je pense, dans le milieu associatif. Si on veut créer des activités à l'année sur les îles et qu'on ne peut pas embaucher des gens, le bénévolat, certes, ça a ses limites, mais on ne peut pas compter non plus que sur les bénévoles dans les associations, enfin, je pense. Bon, il y a une différence aussi, c'est vrai, entre les structures qui emploient et les structures non employeuses, parce que les responsabilités sont évidemment différentes, que bien gérer des salariés, c'est pas facile. C'est pas facile parce que réglementairement, ça change tout le temps, que voilà, il faut assurer une veille réglementaire, il faut des compétences que tout le monde n'a pas. Donc, qu'on peut acquérir, mais c'est plus difficile de trouver des gens qui acceptent de prendre des responsabilités dans des structures employeuses. Bien, merci. Un dernier tour de table sur une question un peu ambitieuse, mais positive, me semble-t-il, la question des étudiants. La suivante, je vais un peu la changer de terme, mais vous allez voir. Le rôle de l'économie sociale et solidaire dans l'évolution et la mutation de la vie de la communauté et de la cité. C'est un grand mot, mais comment vous voyez votre rôle dans l'insertion, dans la vie politique, au sens étymologique du terme, la vie de la cité? Alors, pour nous, ce serait peut-être déjà de rapprocher les liens, de faire le lien entre les différents acteurs de la société, que ce soit les entrepreneurs, les communes, les collectivités. Voilà, favoriser ce lien-là pour pouvoir créer des projets, des emplois. Voilà. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est quand la vie associative vient en complément ou en soutien de ce que la municipalité peut déjà proposer. Est-ce que vous sentez que vous pouvez avoir les uns et les autres une influence sur la vie de la cité, ou c'est plutôt ce que vous dites, plutôt l'inverse, non? Quand tu dis que ça vient en soutien aux politiques, oui, mais quelquefois ça peut aussi les influencer. Parce que si, j'ai vu le cas d'une Dieu, alors il y a des volontés politiques selon les élus, c'est là où c'est important aussi le bulletin de vote, mais il y a eu un moment où l'élu, quand on lui parlait de culture, il sortait pas son revolver, mais presque, quoi. Et on a commencé à faire des choses avec rien, et surtout avec la municipalité, avec un truc, essayez toujours, ça marchera pas. Du hors-saison, Festival des Berniques, on l'a créé avec rien. Et maintenant, ça fonctionne, tant mieux, ça continue, tant mieux. Et surtout, ce qui est bien, c'est que la municipalité aide ces festivals. C'est des jeunes qui le font maintenant. Cette forme de festival, en fin de compte, est devenue tellement indispensable que les municipalités, on n'a pas eu beaucoup les poussées d'après d'ailleurs, ont jugé que c'était important d'avoir de la culture aussi. Et maintenant, c'est incontournable. La culture est incontournable à l'île-Dieu. On a la chance d'avoir la municipalité qui suit bien dans ce style-là, avec des gens. Sylvie est là, donc je peux dire qu'au niveau culturel, ça marche très bien, ça fonctionne. Il y a vraiment un soutien, et ça permet à des jeunes de faire des trucs qui étaient impensables avant. Maintenant, c'est bien sûr aux associations de ce style d'aider la municipalité à faire évoluer la chose. Je crois que c'est donnant-donnant, quoi. C'est toujours pareil, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient témoigner sur ce sujet? Peut-être un commentaire un peu dans le même sens. C'est vrai que nous, on est, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est un petit peu dans la sensibilisation. Et je pense que la sensibilisation que l'on peut apporter sur différents thèmes, sur l'environnement par exemple, ou sur la nécessité de protéger, de valoriser du patrimoine qu'il peut y avoir sur les îles, je pense qu'on a une certaine influence. J'étais assez surpris d'ailleurs récemment de voir notre maire qui n'avait pas une sensibilité environnement trop élevée, récemment dire en réunion de la communauté de communes, en tête de son discours, l'environnement c'est notre capital. C'était dans une certaine mesure un succès de notre action. C'est bon. Merci à tous donc pour votre participation et vos réponses.